Salut les voyageurs! Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler théorie et pour analyser le chapitre 1052 de manière plus détaillée pour certains éléments. J'ai sorti ma vidéo réaction samedi soir, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse de me voir lire le chapitre en live et de me voir y réagir. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Locpause afin d'atteindre l'Oftel le plus rapidement possible et surtout tous ensemble. Si la vidéo t'a plu, je compte sur ton soutien. Tu peux liker la vidéo avec ton acquis du likement ou commenter la vidéo si tu as le acquis des rois. Et si tu veux entraîner ton acquis de l'observation, active la cloche. Sur ce, commençons la vidéo. Pour Ryukyugu, nous avons deux possibilités intéressantes quant à son fruit du démon. Premièrement, un paramecia ou un logia des plantes. La nature et les plantes sont représentées par la couleur verte, tout comme notre taureau vert. Ensuite, s'il est capable de rester sans manger durant 3 ans, il est possible qu'il survive grâce à la photosynthèse. Il n'aurait pas besoin de manger tant qu'il s'abreuve en eau et en rayons de soleil. Son fruit du démon reviendrait aux bases qu'avait choisi Oda pour les amiraux, c'est-à-dire des puissances naturelles, le magma, la glace et la lumière. Bien évidemment, son pouvoir serait destructeur et si beaucoup peuvent imaginer une faiblesse naturelle au feu, il ne faut pas oublier que les amiraux détiennent minimum le acquis de l'armement ou de l'observation selon le docteur Fishbonen qui a affirmé dans le chapitre 594 que les vice-amiraux et plus hauts gradés détiennent tous le acquis. D'ailleurs, c'est ainsi que Aokiji a pu tenir tête et presque gagner face à Akainu lors de leur combat à Punk Hazard malgré la faiblesse naturelle de la glace face au magma. Par contre, il serait tout autant intéressant que Ryukyugu est un Zoan. Cette fois pour que chaque amiral ait un type de fruit du démon différent. Kizaru un Logia, Fujitora un Paramecia, et dans le dernier cas, Ryukyugu un Zoan. Mais dans ce cas-ci, de quel Zoan pourrait-on parler? Eh bien, pourquoi pas du Zoan du dieu de la forêt ou de la terre? En effet, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur Monkey D. Dragon, le dieu de la pluie, déjà qu'est-ce que vous attendez? Foncez la voir. Et ensuite, dans cette vidéo, je traitais de la théorie qui est connue sur la sphère, à savoir qu'il y a potentiellement 4 Zoans de divinité. Pourquoi donc? Tout simplement parce que, comme on l'a vu au chapitre 237, les Chandia vouaient un culte à plusieurs dieux, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la forêt et le dieu de la terre. Ces dieux existent selon moi dans One Piece sous la forme de fruits du démon, des Zoans au même titre que le Zoan Ito Itonomi modèle Nika. Il y a donc possiblement 3 autres fruits qui sont détenus par 3 autres personnages, faisant d'eux des dieux au même rang que Luffy. Et ce serait intéressant, comme je l'avais dit dans ma vidéo, que chaque puissance qui sert à l'équilibre du monde dans One Piece est un fruit de ce genre. Luffy pour les pirates, Ryukyugu pour la marine, Dragon pour les révolutionnaires, ainsi que Im-sama pour le gouvernement. Si je penchais plus au début sur le fait que c'est Im-sama qui aurait le fruit du dieu de la forêt et Ryukyugu le fruit du dieu de la terre, le dernier chapitre peut remettre cette idée en tête vu qu'il se déplace avec une plante. Ainsi, si on allie une théorie connue et que j'avais faite à l'époque, à savoir le fruit des plantes, et la théorie actuelle, le fruit du dieu de la forêt, eh bien on se retrouve avec un amiral aux capacités super intéressantes qui aurait un Zoan lui permettant de contrôler la nature, pas n'importe laquelle, celle liée à la forêt, dont les plantes par exemple. Et il aurait pourquoi pas aussi des caractéristiques donc liées à cette nature dans son corps, au même titre que Luffy a un corps en caoutchouc en permanence, malgré le fait qu'il soit un Zoan. Cela expliquerait pourquoi l'amiral Ryukyugu aurait pu jeûner pendant 3 ans sans en mourir. Car oui, selon moi, il est primordial que ce soit une capacité liée à un pouvoir assez énigmatique, étant donné que même dans le monde de One Piece, il est nécessaire de se nourrir pour ne pas mourir, du moins pour la majorité des races. Ryukyugu ayant l'apparence d'un humain, je ne serais pas très convaincu qu'il ait pu jeûner 3 ans par pure volonté. D'ailleurs, parlons-en du jeûne. Parce que bien évidemment, entre avoir la possibilité de ne pas devoir manger et le fait de ne pas manger, il y a un monde. Ryukyugu présente le fait de jeûner comme une paresse de sa part, mais affirme que si une femme sexy lui servait de la nourriture, il mangerait avec plaisir. Mais est-ce vraiment un acte de paresse que de ne pas manger? Pendant 3 ans, n'a-t-il pas eu le plaisir de rencontrer une femme pour le servir? Lui qui ressemble assez à Sanji de ce côté-là, s'il le souhaitait réellement, je pense qu'il n'aurait pas de problème à trouver une femme sexy pour le servir. En réalité, et c'est quelque chose qui a beaucoup été soulevé dans la communauté avec laquelle je suis d'accord, on peut supposer tout simplement que Ryukyugu vienne de Wano Kuni et qu'il était en pleine prière. Je m'explique. Vous le savez, au chapitre 1052, il est expliqué que Yamato a jeûné 7 jours pour que sa prière se réalise. Prière dans laquelle Yamato souhaitait la guérison de Zoro et Luffy. On nous explique qu'une coutume de Wano Kuni veut que l'on s'abstienne de quelque chose et que l'on prie les dieux jusqu'à ce que le vœu soit réalisé.
Ici, Yamato avait choisi de ne plus manger et de ne plus se laver. Et si Ryokugyu avait en réalité fait le même choix? La théorie que Ryokugyu vienne de Wano Kuni et soit le père de Zoro est une théorie de longue date, théorie à laquelle je ne crois qu'en partie. C'est-à-dire que personnellement, je ne pense pas que le taureau vert soit le père de Zoro, mais je suis d'accord pour dire qu'ils viennent de Wano Kuni. À vrai dire, il n'y a pas tant d'éléments que ça pour la théorie que le taureau vert soit le père de Zoro. Mais un élément qui a été soulevé par les fans, c'est lorsque Shimotsuki Ushimaru a été montré dans un flashback aux côtés de Onimaru. Ce dernier avait un kimono avec des dessins de taureau vert dessus. De plus, le vert de l'épithète de l'amiral en question pourrait soulever la question d'une possible liaison avec Roronoa Zoro. J'avoue que je trouve assez léger pour affirmer que Ryokugyu est le père de Zoro, et d'ailleurs, parlons de la venue du taureau vert. Je trouve que ce serait justement intéressant qu'il vienne en paix parce que son pays est enfin libéré et qu'il va casser son jeûne avec les Mugiwara pendant le banquet final. Je le vois bien sympathiser avec Sanji et Brook par rapport à leur goût pour les femmes, avec Zoro par rapport au fait qu'ils sont tous les deux des grands buveurs de saké et aussi des sabreurs, et aussi avec Luffy tout simplement parce que Ryokugyu sera aussi un grand mangeur. Et vous le savez sûrement, mais Oda nous laisse avec une pause de 1 mois sans chapitre après la sortie du chapitre 1053. Et j'ai bien l'impression que ce chapitre nous laissera avec une grande révélation qui nous fera limite perdre patience. Étant donné que Ryokugyu était à la rêverie et qu'il a les informations concernant tout ce qu'il se passe dans le monde, je le vois bien avertir Luffy et les Mugiwara des nouvelles concernant Sabo, Vivi et aussi Hancock. Ça pourrait donc être une manière de Oda de nous informer sur les événements de l'extérieur sans faire de coupure à Wano Kuni. Maintenant, parlons rapidement de Zoro et de son retour des enfers. C'est en effet dans le chapitre 1052 que Zoro dit à Sanji être revenu des enfers pour le tuer. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas anodin avec l'apparition de la faucheuse quelques chapitres auparavant. Sincèrement, je ne pense pas que Oda va nous en parler maintenant, mais voici mon avis sur la question. Selon moi, la faucheuse contre qui Zoro fait face au chapitre 1038 serait donc l'œuvre de Enma afin de tester Zoro. Étant une lame maudite, Enma, qui je le rappelle est le nom du roi des enfers, n'a aucun scrupule à s'en prendre à son manieur afin de le tuer. Seulement Roronoa Zoro ne craint pas la mort et il l'a démontré à plusieurs reprises au cours de l'œuvre. Oda appuie beaucoup sur le fait que Zoro n'a pas peur de faire face à la mort au vu de sa détermination et ce n'est pas anodin. L'apparition de la faucheuse au chapitre 1038 n'est pas un hasard quand on sait que Zoro n'a peur de rien, la mort y compris. Mais ce que l'on doit confirmer, c'est que Zoro n'a réellement pas peur de la mort, même devant la faucheuse elle-même. Depuis que Zoro a eu cette lame, Enma le défie pour voir si Zoro mérite de la porter. De plus, on peut ajouter qu'Enma aspirait le haki de Zoro sans tenir compte de ce que ça lui infligeait. Même une fois que Zoro a éveillé son haki des rois, Enma a continué à en faire qu'à sa tête au point où King en rigolait. On a donc vu qu'Enma a sa propre personnalité comme l'avait souligné Kozaburo. Enma est une lame têtue qui cherche quelqu'un de fort, quelqu'un capable de la dompter comme Oden l'a fait. C'est donc pour cette raison que lorsque Zoro était KO, Enma s'est personnifiée en la faucheuse pour lui donner un dernier challenge. Un challenge qui lui a permis de comprendre la détermination et la volonté de Zoro à rester en vie pour atteindre son objectif et devenir le meilleur. Ah là là, les nouveaux empereurs, quel délire. On ne sait plus où donner de la tête. Est-ce que le système des 4 empereurs Yonko va toujours rester d'actualité? Ou est-ce que ce système va passer à celui des 5 empereurs Goko? Est-ce que les nouveaux empereurs seront choisis parmi ceux qui ont fait l'exploit de battre les 2 précédents dont ils prennent la place, à savoir Kaido ou Big Mom? Ou est-ce que Oda va nous prendre à contresens en introduisant des nouveaux empereurs qui n'ont pas de lien avec la guerre d'Onigashima? Premièrement, je tiens juste à rappeler que Luffy n'est pas un empereur officiel. C'est Morgans qui l'a nommé 5e empereur et non le gouvernement mondial. De ce fait, Luffy a ses chances d'être nommé empereur bien entendu. Pour Luffy, il y a 2 possibilités. Soit il est nommé empereur et il a totalement le droit de l'être grâce à toutes ses alliances, ses territoires, la menace qu'il représente, soit le gouvernement ne souhaite pas lui donner encore plus de lumière et il ne sera pas empereur et passera donc directement par la case roi des pirates. Perso, les 2 me vont, même si j'ai une préférence pour le fait qu'il soit bien mis sur le devant de la scène dès maintenant, sachant que c'est encore Morgans qui va s'occuper d'annoncer la nouvelle au monde entier et que c'est un fan exemplaire de Monkey D. Luffy. Si on reste sur le système des Yonko, il reste donc une place. Et même si Law et Kid ont battu Big Mom, je suis d'accord pour dire qu'ils n'ont pas le level empereur. En plus du fait qu'il n'ait pas de territoire et de flotte importante à notre connaissance. Mais tout de même, ils ont eu un rôle très important dans cette bataille, et battre Big Mom à 2, ce n'était pas rien non plus. Donc soit ils vont en nommer un, soit les 2, soit aucun des 2. Et dans la dernière possibilité, ça pourrait se comprendre. Bien entendu, je suis d'avis pour dire que même parmi les Yonko,
il y a les plus forts et les moins forts. Donc à voir. Et si Oda nous prenait à contre-pied? En effet, on pourrait avoir d'autres empereurs qui n'ont aucun lien avec Onigashima. Par exemple, Katakuri qui prendrait la place de Big Mom. Après tout, il a le territoire et même s'il n'est clairement pas au niveau d'un Yonko et que Luffy l'a de loin dépassé, il reste très puissant. Sachant qu'il faut noter que c'est impossible de nommer des nouveaux empereurs à la hauteur d'un Kaido ou d'une Big Mom et que les nouveaux empereurs potentiels sont tous jeunes. Deux possibilités, on aurait un Baggy. Oui, je sais, l'idée qui ne me plaît pas du tout, je vous l'accorde, parce que ce serait pousser la blague un peu trop loin. Mais bon, Baggy est le perso préféré de Oda et on a la fameuse page de couverture du tome 25 qui met en avant Baggy, Barbe Noire, Shanks et Luffy. Et on est dans la 25e année de One Piece. Donc, à prendre pourquoi pas en compte. Mais comme je vous l'ai dit, autant pour le système des corsaires, ça ne me posait pas de problème, parce qu'il était facile de devenir corsaire tant que tu faisais ce que la marine te demandait et que tu avais un minimum d'influence, autant devenir empereur, c'est pas à la portée de tous et ça ne devrait pas l'être. Mais bon, Oda pourrait nous sortir que lorsque Baggy s'est fait pourchasser après la destitution des corsaires, il a eu une chance de malade en ayant des alliés de taille. Et surtout, on peut supposer que la nouvelle concernant le fait qu'il ait été le Nakama de Shanks et donc un membre de l'équipage de Roger aurait été répandue à travers le monde. Ça reste une possibilité qui ne me plaît pas trop dans la mesure où je pense que le système des Yonko, comme il a été présenté, perdrait toute crédibilité si Baggy devenait empereur. Dernière possibilité, Mihawk pourrait devenir empereur. Possibilité intéressante mais qui pose problème à certains niveaux. Mihawk n'a pas d'équipage et n'a qu'un territoire et selon moi en tout cas, il n'a pas la puissance d'un Yonko. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on est à un moment où peu importe le choix qui sera fait pour les nouveaux empereurs, seul Luffy peut réellement prétendre à ce titre de Yonko. Tous les autres ne sont pas à la hauteur de ce système et en tout cas, Mihawk serait plus à la hauteur qu'un Baggy ou même que Kid et Law en termes de force selon moi. Donc pourquoi pas à voir. Pour finir, parlons de Nico Robin et de sa disparition. Comme par hasard, c'est dans le chapitre où le Gorosei redonne l'ordre au dernier membre restant du CP0 de capturer Robin que celle-ci n'est pas présente. Élément qui sème donc la panique chez les fans qui se disent que celle-ci a d'office été capturée en trade et qu'elle manquera à l'appel dans le banquet. Certains pensent même que Ryokugu est venu avec l'idée en tête de capturer Robin, mais selon moi, on est loin du compte. En effet, Robin a toujours été la cible du gouvernement mondial et celui-ci a toujours donné des missions secrètes au Cypher Pole, CP9 à Enies Lobby et CP0 à Wano Kuni. Et même dans le flashback de Robin, on a toujours vu des soldats du gouvernement la poursuivre si je me souviens bien, et jamais des soldats de la marine. De ce fait, il est clair pour moi que l'amiral ne vient pas du tout avec cette mission à accomplir et qu'il vient de manière pacifique. Sachant que Akainu, l'amiral en chef, a dit au Taureau Vert de ne rien faire d'inutile. Si Ryokugu tentait de capturer Nico Robin, vous vous doutez bien qu'il va se mettre à dos non pas que les Mugiwara mais le pays entier. Donc selon moi, seul le dernier membre du CP0 qui était présent à Wano Kuni tentera de capturer Robin mais échouera. Et si Robin n'est pas présente dans ce chapitre, c'est tout simplement parce qu'elle découvre le pays des tailleurs de pierre et qu'elle déchiffre peut-être même le Road Poneglyph. Si vous remarquez bien dans le dernier chapitre, Denjiro, Inuarashi et Raizo, tous trois ne sont pas présents au même titre que Robin. Denjiro qui était le bras droit du shogun pendant 20 ans, Inuarashi qui était sur le navire de Roger aux côtés de Oden, et Raizo qui avait la garde du Road Poneglyph sur Zo. Clairement, pour moi, ils sont tous les quatre ensemble et les trois fourrons sont entièrement suffisants pour protéger Robin du membre du CP0, vu qu'Izo en a battu un, sachant que Robin n'est plus à prendre à la légère. Voilà, c'était tout pour moi et j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire, je réponds bien évidemment à tout le monde. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!